Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Barça se déplace sur le terrain du Rayo Vallecano. Match pas évident, je pense, à gérer. Avant match, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le Barça peut respirer, les amis. Oui, on a gagné contre l'Atlético Madrid. On vient de stopper notre mauvaise série de résultats parce qu'on avait quand même des petits résultats assez mauvais. Déjà, rien que les résultats, mais même bon, après, on va pas s'enflammer non plus. On a gagné 1-0 uniquement contre l'Atlético. Encore une fois, on ne marque pas beaucoup de buts. Mais dans notre situation actuelle où les attaquants ne sont absolument pas efficaces, on prend les 3 points, on prend évidemment. Quand on sait aussi que l'Atlético n'avait pas perdu depuis janvier, on peut dire encore une fois que c'est un bon résultat, voilà, même si c'est un petit score, tout simplement. Je vais pas revenir sur les ratés non plus, mais je pense que si on n'avait pas eu autant de gros ratés que ça dans ce match-là, on aurait quand même pu finir avec un petit 2 ou 3-0 des familles, peut-être. Ça aurait été plutôt sympathique. Donc on sort un peu la tête de l'eau, Frenchie et Pedri sont revenus comme des sauveteurs, comme dans Alerte à Malibu, là. Vous savez, quand ils courent au ralenti. Enfin, tu vois le genre. Pour ceux qui connaissent, les anciens qui connaissent Alerte à Malibu, mais bon, bref. En tout cas, ils arrivent comme des maîtres nageurs, frère, des sauveurs. Ils arrivent pour nous sortir la tête de l'eau. Voilà, certains ont pu se rendre compte ce week-end, je pense, que quand il te manque Frenchie et quand il te manque Pedri, c'est bien beau de cracher sur l'équipe, mais on voit très bien la différence quand les deux sont là. Et, ça me paraît assez évident, mais bon. Donc 11 points d'avance sur le deuxième, évidemment, notre petit poussin. Et encore 24 points à prendre d'ici la fin de la Liga. La Liga n'est pas finie, mathématiquement, on va dire, il faut pas se relâcher non plus, mais on est quand même plutôt bien parti pour cette fin de championnat. Au contraire, il faut que ce résultat nous serve psychologiquement pour nous relancer, tu vois, pour se repartir sur une nouvelle dynamique, tu vois. Dynamique pour aller chercher, voilà, le sprint final, fin de saison, aller soulever le trophée, tout simplement. Donc il faut se servir de cette victoire aussi, même si c'est pas un match parfait, évidemment. Il faut se servir de ça pour aller se mettre plus tranquille dans cette fin de championnat, tout simplement. Donc la convocation est sortie tout à l'heure. On a pu voir que Lamine Yamal est à nouveau convoqué avec l'équipe première, ce qui est une chose sympathique pour lui. Est-ce qu'il va pouvoir jouer ou pas? Est-ce qu'il va avoir ses premières minutes? Je ne sais pas. Est-ce que si on gagne 4-0 et qu'on est en fin de match, est-ce qu'il va rentrer? C'est possible. Si on gagne 1-0 ou un truc comme ça aussi à 0-0, j'ai du mal à le voir rentrer en cours de match. Mais il n'y a pas que Lamine Yamal dans la vie, évidemment. Il y a aussi Chadi Riyad et Marc Casado qui ont été convoqués. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Casado qui peut jouer en 6, Chadi Riyad qui joue en défense centrale, évidemment. Ces convocations-là, elles veulent dire plusieurs choses, je pense. Bon, déjà parce qu'ils font du bon travail, mais ils ont été convoqués aussi parce que c'est des joueurs qui sont importants dans la B, ils font partie des meilleurs joueurs de la B. Évidemment, je parle de Casado et Chadi Riyad. Mais voilà, il n'y a pas de match de la B en plein milieu de semaine, donc évidemment, tu peux les convoquer assez facilement, sans problème. Maintenant, par rapport à l'équipe, comment on va pouvoir jouer tout ça, ça peut vouloir dire que Garcia ne sera pas forcément utilisé en défenseur central. Il sera plutôt utilisé en 6 s'il joue, je pense. Parce que si tu fais venir un défenseur, ça veut dire que, tu vois, il te manque un peu un défenseur. Et techniquement, il nous manque évidemment Sergi Roberto, mais il n'y a pas d'autre latéral droit, tu vois. Casado, on sait qu'il peut dépanner à droite, mais j'espère qu'il jouera pas en latéral droit. C'est bon, faut arrêter les nouveaux Sergi Roberto. Mais donc ça peut vouloir dire que Garcia ne sera pas utilisé en défense centrale, mais plutôt en 6. C'est ce qu'a insinué plus ou moins Xavi en conférence de presse quand on lui a demandé que, je sais plus pour exactement la question qu'on lui a posée, mais en tout cas, il a dit que en 6, il avait le choix, oui, en l'absence de Busquets, parce que Busquets, comme vous le savez, il est suspendu. Donc en l'absence de Busquets, on a plusieurs solutions. Xavi, il a parlé de Frenchie ou Garcia, qui avait joué déjà en 6, là, il y a pas longtemps contre Elche. Garcia qui avait fait un taf plutôt correct contre Elche. Maintenant, c'est un match différent. Le Rayo Vallecano, c'est pas exactement la même chose. C'est pas la même équipe, c'est pas le même pressing en face, c'est pas la même agressivité. Donc, est-ce qu'il faut mettre Garcia ou pas? Voilà, c'est une question qu'on peut se poser. C'est maintenant ou jamais aussi, pour mettre Garcia en 6, parce que c'est pas quand Busquets s'y reviendra qu'on pourra vraiment tester Garcia. Voilà, je suis mitigé sur l'option Garcia. Moi, j'aimerais bien le revoir, évidemment, mais de là à être titulaire, je ne suis pas sûr. Maintenant, il y a pas mal d'options, comme je l'ai dit. Voilà, il y a Frenchie qu'on peut mettre en 6, il y a Garcia, mais il y a aussi des mecs au milieu qu'on peut changer aussi, évidemment.
évidemment, ça parle de Kessié, tout le monde a envie de voir le milieu, Frenkie, Gavi, Pedri, j'imagine, je sais bien, mais Gavi, il a joué quand même pas mal de matchs, c'est là où je veux en venir, c'est que il y a des joueurs qui ont pas mal enchaîné, qui ont énormément joué de matchs et qui ont énormément de minutes, qui n'ont pas pu vraiment souffler, des mecs comme Koundé, des mecs comme Gavi, des mecs comme Lewandowski aussi, qui a beaucoup de minutes, c'est les 3 joueurs de champ qui ont le plus de minutes cette saison, donc c'est compliqué. Moi j'aimerais bien faire souffler un petit peu Gavi aussi, pourquoi pas, il a beaucoup enchaîné, c'est lui qui a participé au plus grand nombre de matchs je crois, Gavi. Je crois que Gavi il a fait 42 matchs, quand même Ansu Fati me semble, il a participé à 43 matchs, mais bon, Ansu Fati quand il rentre 1 minute ou 2, tu vois, ça compte pas vraiment. En termes de minutes, Gavi il est juste derrière Lewandowski, donc c'est plutôt costaud. Ça serait pas mal qu'il souffle aussi un petit peu. Bref, le Rayo c'est pas une équipe facile, on l'a tous vu en début de saison, on s'était pris une clim à domicile, premier match de la saison, on arrive avec le mercato, on était tous chauds, on a fait une bonne pré-saison, tout ça, 0-0 à la maison comme ça avec tous nos joueurs quasiment en forme sur le terrain, donc ça a émis une petite clim chez les supporters, je m'en rappelle très bien. Maintenant la situation elle est un peu différente, le Barça ils sont premiers, le Rayo ils sont 9e, le Rayo n'est pas forcément dans une bonne passe en ce moment, ils sont au niveau des résultats, c'est pas fou, si on regarde les derniers résultats, ils ont perdu contre la Sociedad dans leur dernier match, ils ont gagné 2-1 contre Osasuna à domicile le match d'avant, mais avant ça c'est 5 nuls et 3 défaites en 8 matchs donc, et la dernière fois qu'ils avaient gagné avant Osasuna là, c'était contre Almeria à domicile 2-0 début février. Ils sont pas en termes de résultats, ils sont pas non plus si fous que ça, même si gagner contre Osasuna c'est plutôt une bonne chose vu le niveau d'Osasuna cette saison. Donc je vois le match assez compliqué, je vous avoue. Là quand on regarde un peu, même si la forme de l'équipe elle est pas folle d'Osasuna, je pense que le match va être assez compliqué. Le Rayo ils ont l'habitude de faire pas mal de matchs nuls, soit c'est des matchs nuls, soit ils gagnent à domicile. Il y a pas beaucoup de défaites, 4 défaites en 15 matchs à domicile pour le Rayo. Donc déjà ça annonce un peu la couleur. Ils avaient gagné au passage 3-2 contre le Real Madrid en novembre avant la Coupe du Monde là. Ça remonte à loin, je sais, mais c'est quand même un résultat qui est à noter. Donc côté stats, le Rayo Vallecano, ils marquent autant qu'ils encaissent. Ils ont marqué 36 buts, ils en ont encaissé 36 donc en 30 matchs, donc c'est voilà, c'est du tu captes déjà, c'est du 1-1, c'est du 0-0, ça peut sentir fortement le match nul. Si on arrive quand même à gagner, c'est plutôt une bonne chose. Ça reste un des matchs les plus compliqués pour moi de cette fin de saison, parce qu'évidemment il y a le Betis Séville, il y a le match contre la Real Sociedad, tout ça, mais le match contre la Real Sociedad c'est vraiment à 3 matchs de la fin, je crois, c'est quasiment fin de saison, donc on sera quand même quasiment champion, je pense, si on garde notre avance. Maintenant, dans les matchs là qui restent un peu, dans les prochaines semaines, pour moi, le Rayo Vallecano, c'est un des matchs les plus compliqués, vu que c'est à l'extérieur aussi. Le joueur star de leur équipe, c'est le petit chauve, Izzy Palazón. C'est 8 buts et 5 passes décisives cette saison, donc c'est un ailier assez rapide, assez vif, on va dire, qui bouge pas mal. Voilà, qui fait un peu, qui met pas mal le bordel. Il a une excellente qualité de frappe aussi, il tente pas mal sa chance, il fait des tirs de loin, tout ça. Donc attention à ce petit Izzy là, parce que c'est le joueur en forme côté Rayo Vallecano. Après ils ont un autre joueur aussi qui est plutôt pas mal, évidemment c'est le gardien Dimitrievski là, qui nous pose pas mal de problèmes à chaque fois. C'est un bon gardien, il fait quasiment 3 sauvetages par match, avec un ratio de 70% d'arrêt là. Pour comparer avec Ter Stegen il fait 2 sauvetages en moyenne par match, et avec un ratio de 87%. Donc évidemment c'est difficile de comparer les deux, Ter Stegen et Dimitrievski, parce que ils jouent pas du tout dans les deux mêmes équipes, donc forcément Ter Stegen il subit peut-être moins de frappes, et on voit Ter Stegen qui a un meilleur ratio que Dimitrievski, mais quand même Dimitrievski est plutôt un bon gardien de Liga. C'est un gardien qui est assez chiant, tout ça, qui fait quand même pas mal de parades. Donc voilà, j'espère qu'il faudra être efficace, tout simplement. On espère un grand Ferran Torres pour marquer un nouveau but. Donc ce match, on peut s'attendre à une équipe quand même assez agressive dans le pressing. Comme l'a dit Xavi, il faudra être précis techniquement au milieu, éviter les déchets, les pertes de balles, parce que contre l'Atlético Madrid, on avait quand même eu pas mal de déchets, c'était pas fou au niveau des passes, tout ça, des contrôles. Au milieu de terrain, on a perdu entre les défenseurs, tu vois, il y avait, bon, on va pas cracher sur Araujo, mais au niveau de son gelon, c'est quand même vraiment pas fou, Araujo. Eric Garcia, quand il est rentré, des pertes de balles et enfin, c'était assez fou. On a eu pas mal de déchets. Il faudra être beaucoup plus précis, parce que, à mon avis, le Rayo Vallecano, je dirais pas qu'ils sont plus agressifs que l'Atlético, mais je pense que c'est une équipe qui se rapproche un peu de l'Atlético
l'Atlético dans le sens où ils jouent vraiment agressif, beaucoup de pressing, tout ça. C'est une équipe qui récupère pas mal de ballons. Donc voilà, ça va pas être évident, surtout que c'est à l'extérieur. Je pense que c'est une équipe qui va pas mal défendre aussi en bloc, vraiment très compact, peut-être en 4-4-2 ou 4-5-1, tu vois, devant sa défense. Donc ça va être compliqué, il y aura pas beaucoup d'espace et puis ils vont jouer en contre-attaque avec des mecs comme Raúl de Thomas et Easy du coup. Donc attention au contre-attaque évidemment et il faudra être efficace comme d'habitude, hein, ça va être difficile. Donc au niveau de la compo, je partirai avec Ter Stegen dans les cages, Koundé à droite, Araujo, Garcia en défense centrale et Baldé à gauche. Donc je m'explique un petit peu, je vous ai dit tout à l'heure, ça contredit un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure ce que j'ai dit c'est ce que je pense qui va se passer et là ce que je donne enfin dans ma compo c'est ce que j'aimerais voir. J'ai pas très envie de voir Marcos Alonso, la flèche comme on l'appelle, j'ai pas très envie de le voir parce que ça va être dans le coin de Easy, tu vois, même de base dans ce match là j'aurais bien fait tourner Baldé, j'aurais mis Jordi Alba, sauf que je me suis rappelé que l'ailier droit c'était Easy et que c'était le joueur le plus dangereux et que je vais pas mettre Jordi Alba, je vais pas prendre le risque de mettre Jordi Alba qui va tenir ce gars là, donc je préfère avoir Baldé dans ce rôle là, mais côté de notre côté gauche de la défense, donc il y aura ce gars là, il y aura Easy et j'ai pas trop envie de mettre Marcos Alonso qui, on l'a vu, a pas mal de problèmes dans ses accélérations et dans sa vitesse, donc forcément il y aura encore Ronald qui sera partout, évidemment on peut compter sur lui, et après Garcia, je l'ai dit, s'il a pris de Chadi, ça se trouve c'est pour mettre Garcia au milieu, même si Garcia il a fait une entrée dégueulasse hein, concrètement contre l'Atlético Madrid, je préfère voir Garcia qui est quand même un peu plus vif, tu vois, que Marcos Alonso. Au milieu de terrain, en l'absence de Busquets, je verrais bien Frenkie en 6, accompagné de Pedri et Kessié. Comme je l'ai dit, j'aimerais bien voir Gavi faire une petite pause, que ce soit un peu frais, que ce soit un peu mis au repos, qu'on fasse tourner Kessié. Kessié, il a fait des bons matchs, il y a pas si longtemps que ça, dans les classicos, tout ça, ça fait... il a pas joué ce week-end, je crois, ou je m'en souviens plus. Il est rentré contre l'Atlético, je m'en souviens plus. Mais j'aimerais bien le revoir. J'aimerais bien le revoir un peu au milieu. On sait, comme je l'ai dit, que le Rayo, ils vont être agressifs au milieu, ils vont y aller. Je sais qu'il faut beaucoup de technique, de qualité de passe, donc au final c'est pas forcément les qualités premières de Kessié, mais son gabarit, tout ça, il peut tenir, avoir un mec comme ça aussi qui peut tenir le ballon par son physique. Je dis pas qu'il est techniquement il est pas dégueulasse non plus Kessié, hein, faut pas abuser, mais c'est juste au niveau des passes, tout ça, il est pas aussi performant dans les passes que certains, mais en vrai quand on regarde Gavi et Kessié, au niveau du jeu de passe, Gavi est pas non plus, je sais pas comment le placer les deux, mais il va pas être beaucoup plus fort que Kessié en termes de passe non plus. La différence avec Gavi, c'est que niveau pressing aussi, il va nous manquer. S'il est sur le banc, forcément, niveau intensité au milieu de terrain, Gavi, c'est un peu le seul qui nous apporte ça. Mais voilà, on sait que Pedri, il va pas pouvoir jouer tout le match, donc je ferai rentrer Gavi à la place de Pedri en cours de match, tout ça. Et Frenkie, à voir si on met Garcia, tu vois, dans le match aussi, si on passait Garcia au milieu, j'en sais rien, je sais pas ce que voudra faire. Après, il y a Casado aussi. Mais est-ce que c'est le moment de mettre Casado, qui est un jeune, tout ça, dans un match, selon comment ça se passe? Mais Casado, c'est un guerrier. Donc moi, pourquoi pas le mettre en cours de match, même Casado, ça me va, hein, à la place de Frenkie, s'il peut pas jouer tout le match, il y a aucun problème. Pour finir en attaque, je partirai avec Rafinha, Lewandowski, Ferran Torres, la même attaque que la dernière fois. J'ai hésité avec Ansu Fati, je vous avoue. Ferran Torres, j'ai pas trouvé dégueulasse hein, contre l'Atlético Madrid, c'était pas évident pour lui parce qu'il y avait beaucoup de densité au milieu, c'était évident pour personne de toute façon, on a vu. Au final, il a quand même marqué un but sur une passe de Rafinha, certes, mais il a marqué un petit but. Pourquoi pas enchaîner, le voir enchaîner un petit peu pourquoi pas une petite montée en puissance d'ici la fin de saison. Voilà, après on verra si Ansu Fati peut rentrer en cours de match pour apporter un peu de vivacité, de rapidité, je ne sais pas, mais voilà, je partirai plutôt avec Ferran qui sort d'un match plutôt correct, j'ai trouvé, il y avait une petite entente intéressante avec Lewandowski. Pourquoi pas travailler un petit peu sur ça en attendant tous les retours, tout simplement. Donc pour bien comprendre la compo, on va sortir le petit tableau, histoire de bien se faire comprendre sur l'animation, sur le truc. Ça fait longtemps que j'avais pas sorti mon petit tableau. Bah oui. Donc moi je mets la compo, je la mets en 4-3-3 classique, mais on le sait très bien là au niveau de l'animation, on sait très bien que ça bouge et que le 4-3-3 se transforme en 3-4-3, mais c'est pour expliquer un peu le Kessié, Pedri, où est-ce qu'ils vont se placer, tout ça. Donc là on a Koundé, Araujo, là j'ai mis Garcia, Baldé, Frenkie, Kessié, Pedri, Rafinha, Lewandowski, Ferran Torres. Donc en phase de possession, en phase d'attaque, Ferran Torres il rentrerait dans l'axe, Pedri il monte un peu plus haut, on a un double pivot, Baldé qui monte dans le couloir, 3 défenseurs derrière, avec un double pivot, donc Kessié, Frenkie. Frenkie plus dans le rôle de Busquets qui va distribuer tout ça, qui va gérer le jeu. Ferran Torres proche de Lewandowski qui prend la profondeur si Lewandowski il vient demander la balle dans les pieds, tu vois un peu. Ferran Torres, on a vu quelques mouvements comme ça contre l'Atlético, c'était intéressant, donc pourquoi pas. Ferran qui prend la profondeur, donc Pedri avec Rafinha sur le côté.
On a vu que ça combinait pas mal. Rafinha, quand il rentre dans l'axe, Pedri peut très bien prendre le couloir et être plutôt bon par sa qualité technique. Il peut faire des différences quand même dans le couloir, pas forcément dans la percussion par sa vitesse, mais peut techniquement faire des belles choses, même collé à la ligne. De toute façon, Pedri peut tout faire, donc il n'y a pas de problème. Donc un petit Rafinha Pedri là, ça peut être mieux que forcément Rafinha. Quand t'as un joueur comme Pedri à côté de toi, c'est déjà plus sympa pour combiner, parce qu'on l'avait vu, avec Gavi c'était un peu plus compliqué. Il n'y avait pas une alchimie folle entre Gavi et Rafinha, mais Pedri quand il est rentré directement, c'était déjà beaucoup mieux. Donc un Koundé, un Araujo, un Garcia, voilà, ça me paraît plutôt correct. J'attends quand même beaucoup plus de Baldé. Baldé dans son match contre l'Atlético s'est contenté de faire 2-3 choses, des passes pas risquées, des passes en retrait la plupart du temps, pas beaucoup de percussions, pas beaucoup de dribbles tentés, c'est pas fou, il a pas fait un mauvais match en soi, hein, je dis pas le contraire, mais c'était un match assez neutre de la part de Baldé, j'ai trouvé, donc j'en attends un peu plus de Baldé. Il doit beaucoup plus percuter sur son côté, parce que Rafinha de son côté là ne percute pas forcément, c'est pas un joueur de percussion, c'est pas Dembélé. Normalement t'as Dembélé de ce côté là qui va percuter, et Baldé s'il percute pas, à la limite c'est pas grave, parce que t'as le mec qui percute vraiment là. Là c'est le rôle de Baldé en soi. Je sais pas si Xavi dit à Baldé c'est toi qui dois percuter, ou s'il lui dit non ne percute pas en soi, mais pour moi quand on a Rafinha là qui est pas forcément un joueur de percussion, plus un joueur qui va rentrer au cœur du jeu, faire un peu le jeu, faire des passes, tout ça, des tirs, des passes, il te faut un joueur de percussion dans l'équipe, sinon ça va être compliqué pour déstabiliser les défenses. Donc, à ce moment-là, pour moi ça doit être Baldé qui doit tenir ce rôle de percuteur, et il doit y aller, il doit plus tenter, plus oser. Il a des mecs comme Ferran qui sont des mecs qui ont un volume de jeu aussi, qui font les efforts défensifs, il y a pas de problème. Là de ce côté-là, il y a Kessié qui va rester pour couvrir un peu derrière. Si Baldé il monte vraiment, t'as un mec comme Kessié qui peut aussi rester en couverture, tu vois. Kessié, il est très... S'il a bien une chose que j'aime bien chez Kessié aussi, c'est que il fait beaucoup ça, on le voit beaucoup couvrir les déplacements de ses coéquipiers. Quand il y a un coéquipier qui va se déplacer, il va pas faire le gars égoïste et dire non moi je vais pas en défense parce que c'est pas mon rôle. Tu sais, comme on a tous fait du foot, et quand on te dit bah vas-y tu vas jouer en défense cette fois-ci, et toi alors que normalement t'es milieu de terrain, tu vas dire non moi je m'en fous, bah je vais pas défendre, tu vois. On n'est pas des gamins. Donc le Kessié, quand s'il voit que son collègue il est trop haut, que Ferran il est haut aussi, eh ben il va pas s'enflammer, il va pas monter, il va pas aller là-bas. C'est très bien qu'il va rester dans cette zone pour couvrir ses coéquipiers. Donc c'est ça qui est intéressant avec Kessié, et c'est pour ça qu'il faut s'en servir aussi. Il faut que Baldé s'en serve pour percuter et pour y aller, pour oser, tu vois. Parce que derrière il y a Kessié, bon il y a Eric Garcia, il y a Araujo, bon t'as compris. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour, les amis. On se retrouve demain en live avant le match, 1 heure avant le match évidemment, à 21 h sur la chaîne, et après pour le débrief à chaud comme d'habitude. Donc d'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.